Les États-Unis et Israël sont en train de perdre leur guerre contre l'Iran. Voilà, c'est dit. Pas une opinion, pas une intuition, une lecture froide des signaux, et ils pointent tous dans la même direction. Dans les prochaines minutes, on va les examiner un par un, et vous allez comprendre l'écart entre la guerre sur le terrain et la guerre qu'on vous raconte. D'abord, précision cruciale. Perdre ne veut pas dire la même chose pour les deux belligérants. Israël ne cherche pas une victoire propre, il cherche le chaos, une guerre permanente. L'expansion territoriale, le grand Israël, ce n'est pas une théorie, ce sont des mots prononcés par des ministres en exercice. Bezalel Smotrich en tête, que même les médias mainstream qualifient d'extrémistes. Les États-Unis, eux, ont un bilan que l'histoire n'oublie pas. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan. En Afghanistan, après 20 ans et des milliers de milliards de dollars, les talibans ont repris le pays intégral. Leur adversaire est sorti du conflit plus fort qu'il n'y était entré. Retenez ce schéma, il va revenir. Quand les États-Unis ont assassiné Ali Khamenei dans son bureau à Téhéran à 86 ans, sans fuir en martyr assumé, ils pensaient tenir leur moment décisif. La logique était simple, éliminer la tête, regarder le corps s'effondrer. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le régime ne s'est pas effondré, il s'est ressoudé. Les foules loyalistes dans les rues de Téhéran sont aujourd'hui nettement plus grandes qu'avant la guerre. Pas un peu plus grandes, nettement. Pourquoi ? Parce que quand un pays est bombardé de l'extérieur, il se referme. Même ceux qui détestent leur gouvernement refusent d'être associés aux bombes de l'envahisseur. C'est un réflexe humain documenté dans chaque guerre de l'histoire moderne. La BBC a recueilli ce témoignage d'un habitant de Téhéran. Écoutez bien, je ne suis même plus heureux à l'idée d'un changement de régime. Je suis juste fatigué et confus. Un opposant au régime, qui ne veut plus du changement, parce que ce changement-là arrive avec des bombes. Et ça, Washington ne l'avait pas vu venir, mais ce n'est pas tout. L'Iran avait anticipé la décapitation. Après la guerre de juin 2025, une attaque surprise lancée pendant des négociations de paix en cours, ce que le Wall Street Journal lui-même a reconnu, Téhéran avait tiré une conclusion simple. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Leur réponse, c'est la continuité. Des remplaçants prévus en cascade. Un système fait pour encaisser les frappes et continuer à tenir. C'est pour ça que la tête est tombée. Et le système, lui, tient toujours. Dani Sitrinovich, ancien officiel du renseignement israélien, a dit ce que personne à Tel Aviv ne voulait entendre. Ils ont complètement mal compris les calculs de Téhéran. Et Trump lui-même, interrogé sur Reza Pahlavi, le fils du Shah, censé être la figure de rechange, a répondu avec une franchise qui en dit long. Il me semblerait que quelqu'un de l'intérieur serait plus approprié. Il rejette Pahlavi, ce qui signifie une seule chose, il n'a personne. Aucune figure crédible pour prendre le relais. Pas de successeur, pas de plan, pas d'après. Passons maintenant à quelque chose de très concret. Le Daily Telegraph, journal britannique, résolument à droite, résolument pro-américain, résolument pro-israélien. Son titre, cette semaine, « Les États du Golfe vont se retrouver à court de défense anti-aérienne en une semaine ». Une semaine. L'article explique que oui, beaucoup de missiles iraniens ont été interceptés, mais au prix d'une consommation massive et alarmante des stocks de munitions au Qatar, au Koweït, à Bahreïn. Et si l'Iran maintient ce niveau d'intensité, ce qu'il a clairement l'intention de faire, ces pays ne pourront bientôt plus se défendre. Ce n'est pas une source pro-iranienne, c'est le Télégraphe. Et le même Télégraphe publie un autre texte, sous la plume de son éditorialiste économique. Les marchés de l'énergie vont forcer Trump à mettre fin très vite à sa guerre imprudente. Il écrit que c'était déjà imprudent de lancer cette guerre sans avoir reconstitué les réserves stratégiques américaines de pétrole qui approchent leur plus bas niveau depuis 40 ans, mais qu'il était encore plus irresponsable de le faire sans aucune infrastructure capable de compenser la fermeture du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial, par un seul passage. L'Iran l'a fermé, les assureurs maritimes ont annulé toutes les couvertures risque de guerre. Aucun armateur sérieux ne tente le passage. Jim Burkhard, responsable des marchés pétroliers chez S&P Global, utilise ces mots exacts. La plus grande crise d'approvisionnement pétrolier de notre époque, plus grave que 1973, quand l'embargo arabe avait provoqué une explosion de l'inflation mondiale, des convulsions politiques en cascade et des années de récession. Sauf qu'en 1973, le monde n'était pas déjà en crise économique. Aujourd'hui, il l'est. Et pour vous, concrètement, ici en France, le prix à la pompe, le chauffage, le coût de tout ce qui est transporté, tout ça est directement exposé. Pas dans 6 mois, maintenant. Voici un signal que peu de médias ont relevé. Donald Trump appelle personnellement des dirigeants de milices kurdes,
la CIA travaille à les armer pour déclencher un soulèvement en Iran. Arrêtez-vous une seconde. La première puissance militaire du monde en est à appeler des milices. Quand tu en arrives là, ce n'est plus une démonstration de force, c'est un aveu. Et c'est contre-productif, parce que cette option va aliéner une grande partie de l'opposition iranienne elle-même. Reza Pahlavi, leur propre figure de rechange, a publié sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces groupes séparatistes en parlant d'atteinte à l'intégrité territoriale et l'unité nationale de l'Iran. Ce que veut Israël, c'est un Iran fragmenté, disloqué, incapable de peser dans la région. Le Jérusalem Post l'a écrit noir sur blanc. Former une coalition pour la partition de l'Iran. Soutenir les régions minoritaires prêtes à faire sécession. Mais en brandissant cette option, ils ferment la porte à tout ralliement populaire. Ils ne font plus la guerre au régime, ils font la guerre à la nation. Et ça, les Iraniens l'ont compris, laissons de côté les analyses. Écoutons ceux qui savent. La sénatrice Elizabeth Warren, après un briefing classifié au Congrès américain, c'est bien pire que ce que vous pensez. Pas préoccupant, pas complexe, bien pire que ce que vous pensez. Elle ajoute « L'administration n'a aucun plan. Cette guerre est fondée sur des mensonges. Et il n'y a aucun plan pour la terminer. » Le sénateur Richard Blumenthal, même briefing, « Nous pourrions déployer des troupes au sol, et je ne suis toujours pas au clair sur l'objectif. Est-ce la capacité nucléaire, les missiles, le changement de régime ? Pas d'objectif défini, pas de cap, juste des bombes. » Et maintenant, écoutez Lord Peter Ricketts, ancien conseiller à la sécurité nationale britannique. Figure de l'establishment pur, irréprochablement dans le système. Je ne crois pas avoir vu une guerre lancée sans objectif politique clair, sans trajectoire, sans stratégie de sortie. C'est complètement inédit. Complètement inédit. Ce ne sont pas des militants. Ce ne sont pas des journalistes alternatifs. Ce sont des piliers du système. Et ils disent tous la même chose. C'est une catastrophe, sans précédent. Autre signal, et celui-là, il est fort. Les alliés occidentaux commencent à se désolidariser publiquement. Dans le langage diplomatique, c'est énorme. Mark Carney, Premier ministre canadien, qui soutenait cette guerre au départ, a fait volte-face. Il dit maintenant qu'elle est incompatible avec le droit international. Emmanuel Macron affirme que ces attaques ont été menées en dehors du droit international et que la France ne peut pas les approuver. Keir Starmer, le même qui a mis des bases britanniques à disposition pour bombarder l'Iran, déclare aujourd'hui qu'il n'était pas convaincu qu'il y avait une base légale et un plan viable. Illégal, sans plan, critiquer Washington, ça coûte toujours. S'ils le font quand même, c'est qu'ils sentent le basculement. Quand les Alliés regardent la sortie, c'est que quelque chose est en train de lâcher. Et puis, il y a les morts. Au moins 1097 civils iraniens tués en quelques jours, dont 181 enfants de moins de 10 ans. Et ce sont très probablement des sous-estimations, parce que l'Internet a été coupé et qu'on ne peut pas compter ce qu'on ne voit pas. Le Daily Telegraph, encore lui, titre « Téhéran, une apocalypse ». Des hôpitaux en flammes, des enfants sous les gravats, un barrage incessant sur des quartiers résidentiels pendant que la nourriture et les médicaments disparaissent. La place Engelab, l'un des cœurs culturels de l'Iran, détruite. On a vu la même chose à Gaza, les bibliothèques, les musées, les universités, les archives, des millénaires de civilisation pulvérisés méthodiquement. Ce n'est pas un dommage collatéral, c'est une doctrine. Et ils font la même chose à l'Iran. Téhéran est une ville de la taille de Paris. Imaginez Paris sous ces bombes. Imaginez ce que vous ressentiriez. Imaginez ce que feraient les Français. Voilà ce que ressentent les Iraniens. Et voilà pourquoi ils se battent. Alors, récapitulons. Un régime qui ne s'est pas effondré. Des stocks de munitions qui s'épuisent en une semaine. Un détroit fermé qui fait flamber les prix mondiaux. Des sénateurs américains qui sortent de briefings classifiés en disant que c'est bien pire que ce qu'on pense. Des alliés qui regardent mais la sortie. Aucun objectif, aucun plan, aucun successeur. Ce qu'on observe, c'est la mécanique d'un empire en déclin, qui frappe fort parce qu'il ne sait plus quoi faire d'autre, qui croit que la violence peut inverser ce que la violence a elle-même provoqué. Dans l'histoire, ça ne fonctionne jamais ainsi, ça accélère la chute. La seule question qui reste, c'est à quel prix ? Combien de villes ? Combien d'hôpitaux ? Combien d'enfants ? Entre la première bombe et la dernière, ce sont toujours les mêmes qui meurent.